Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler du sang des elfes, donc toujours de Andrzej Sapkowski. Donc on continue la saga du sorceleur, donc le tome 3, le premier roman du coup, puisqu'avant on était sur les recueils de nouvelles. Donc comme commentaire général, j'ai rien de plus à dire que je continue les livres audio, et c'est ça le concept, c'est que je les ai déjà lus, je les relis en livre audio, et je profite du fait que les personnages aient des voix différentes qui sont faites par un comédien qui est assez doué pour faire plein de voix différentes. Et c'est vraiment sympa. Donc le résumé. Alors à la fin donc de l'épée de la Providence, on nous avait bien fait comprendre qu'il y avait eu Nilfgaard qui avait attaqué Cintra et qui avait donc fait un massacre là-bas, dont tué la plupart des gens que connaît Ciri, sa grand-mère qui s'est suicidée pour éviter de se faire torturer, etc. Voilà, la misère. Donc au début du sang des elfes, il y a Nilfgaard et les autres pays qui sont aboutis à une paix provisoire, mais Nilfgaard a gardé Cintra. Donc les autres, ça leur va pas vraiment, ils aimeraient bien reprendre Cintra, puis ils se disent que si Nilfgaard les attaque aussi, ils vont peut-être se faire démolir la gueule. Donc même si, en fait, en gros, ils se partagent entre ceux qui disent on les a battus à Soden, on est super contents de nous, et puis s'ils viennent chez nous, on va les défoncer, et ceux qui se disent ils nous attaquent quand ils veulent, et on va se faire défoncer, comme ça a été prouvé à Cintra. Et donc il y en a qui veulent à nouveau se battre, et il y en a qui disent ça va rester comme ça et c'est très bien. Et à côté de ça, Nilfgaard du coup envoie des gens pour essayer de motiver les fameux elfes qu'on avait vus dans la nouvelle où il y avait le Sylvain, je me rappelle plus de son titre. Vous vous rappelez que les elfes avaient dit qu'un jour ou l'autre ils allaient descendre, enfin c'est Gérald qui avait prédit qu'un jour ou l'autre les elfes allaient en avoir marre de se cacher dans la montagne comme des animaux, et qu'ils allaient descendre, se battre jusqu'à la mort juste pour mourir dans la dignité. Et donc c'est ce qui se passe au début donc du sang des elfes. On apprend que maintenant il y a un groupe de non-humains, donc il y a majoritairement des elfes, mais il y a aussi des nains et des dryades et compagnie. Enfin les dryades elles vont sûrement pas sortir de Brokilon, mais des non-humains de manière générale, vu que les elfes ont pas trop de mal à convaincre les autres en leur disant qu'ils sont traités comme des sous-merdes et que c'est quand même pas normal. Donc ils ont formé un groupe qui s'appelle les Scoia'tael. Le mec prononce Scoia'tael, mais dans le jeu on n'a jamais dit ça, et voilà. Déjà je sais pas trop si on doit dire Scoia'tael ou Scoia'tael, mais je vais dire Scoia'tael, un peu entre les deux. Ça veut dire les écureuils, et donc ils ont des queues d'écureuils sur leur chapeau. Et donc ils attaquent, ils forment des groupes qui vivent dans les forêts, etc. Et ils attaquent les humains un peu de manière décousue, mais n'empêche que ça fait que les humains sont dans la paranoïa en train de se dire qu'il faut exterminer les non-humains, qu'on a un ennemi chez nous, etc. Et donc ça les affaiblit. Et peut-être que Nilfgaard pourra en profiter après. Et apparemment, ils poussent aussi des paysans à la révolte en leur disant qu'il serait mieux chez eux, des marchands en leur disant qu'eux, ils pratiqueraient des prix plus bas, etc. Donc voilà, ils font un peu en sorte qu'il y ait des révoltes intérieures dans les pays pour probablement les affaiblir pour les réattaquer plus tard. Donc on est dans un climat où c'est pas encore la guerre, mais il y a des escarmouches un peu partout, et globalement on sent que tôt ou tard ça va chier. Et dans ce fameux climat, donc il y a Gérald qui avait récupéré Ciri à la fin donc, de l'épée de la Providence. Donc maintenant Ciri elle va se retrouver à Kaer Morhen, la forteresse des sorceleurs, et apprendre le métier de sorceleur, si on peut appeler ça un métier. Donc ça c'est le pitch de départ, on va dire. Il y a le contexte de guerre, Ciri qui est chez les sorceleurs, et il y a un mec qui est probablement de Nilfgaard, mais qui est un peu mystérieux, on sait pas trop, qui au début du sang des elfes capture Jaskier pour essayer de lui faire avouer où est Ciri, parce que Jaskier dans ses balades parle de l'enfant surprise, etc. Et donc le mec se dit toi t'as des infos, donc il l'enlève et il essaye de le torturer pour lui faire avouer où est Ciri. Donc on sait que Ciri pour l'instant elle est à Kaer Morhen, elle est tranquille, mais ça va peut-être pas durer parce qu'il y a pas mal de monde qui la recherche, que ce soit pour l'épouser, pour la tuer. Tout le monde a des plans un peu, parce que comme c'est quand même la dernière personne qui a du sang royal de Calante, l'ancienne reine de Cintra, c'est elle qui est la plus légitime à régner sur Cintra. Donc si quelqu'un veut récupérer Cintra, que ce soit Nilfgaard pour asseoir leur pouvoir là-bas et être plus légitime, ou les autres pays pour dire on vire les Nilfgaardiens et ensuite on place quelqu'un de chez nous sur le trône, pour qu'il soit reconnu par les gens du pays, il faut qu'ils aient un descendant de Calante à mettre sur le trône, donc Ciri, parce que c'est la seule. Donc il faut la retrouver, et tout le monde veut la retrouver, que ce soit pour la tuer, l'épouser, ou on sait pas trop quoi en faire, mais en tout cas tout le monde la veut.
et Geralt va en chier pour la garder, potentiellement. Alors, l'histoire, c'est comme d'habitude, sauf que cette fois, c'est un roman. Donc, on n'a plus le côté petites histoires. Il n'y a plus du tout le côté petites enquêtes, etc. comme avant. Après, il y a un côté grande enquête. Parce que, comme je vous dis, il y a ce fameux mec qui essaye de faire avouer des trucs à Jasquier. On ne sait pas qui c'est. Et par la suite, Geralt va chercher des infos dessus. Et il va essayer de lui tendre un piège et tout. Donc ça peut être la même chose que ce qu'on a vu avant dans les petites nouvelles à très grande échelle. On a par contre beaucoup plus d'alternance de points de vue, parce qu'on a le point de vue de Ciri. On a aussi un chapitre où on a une espèce de conférence entre les rois qui se parlent et justement qui font leur plan pour se dire qu'est-ce qu'on va faire à propos de Nilfgaard et de Cintra. À un moment, on voit aussi Émir, je sais plus comment, désolé, moi je vais l'appeler juste Émir, l'empereur de Nilfgaard qui fait aussi ses plans. Et qui envoie des gens, des espions, etc. pour réaliser ses plans, voilà, pour foutre la merde, pour affaiblir les pays, essayer aussi de chercher Ciri, etc. Donc on voit comme ça des persos qu'on n'avait pas l'habitude de voir et dont on n'est pas spécialement de leur point de vue, mais on les voit comme si c'était un point de vue externe en fait. Comme si on était une caméra face à eux et... D'ailleurs, pour Émir, il y a un gros teasing sur qui c'est. Bon, en même temps, moi, je le voyais venir, mais bon, j'avais déjà lu le livre, donc voilà. Mais au début, on nous dit pas du tout qui c'est, et on nous le révèle à la fin, genre, révélation de ouf Gueudin. Depuis tout à l'heure, vous étiez en train d'écouter l'empereur Émir, je sais plus comment. Mais bon, ça, c'est pas un gros spoil que je vous le dise, parce que... Moi, honnêtement, ça m'aurait gêné si j'avais pas eu l'impression d'avoir tout de suite compris que c'était lui. Parce que écouter quelqu'un pendant 10 minutes sans savoir qui c'est plutôt perturbant. Mais en tout cas, voilà, du coup, il y a beaucoup d'alternance de points de vue. On ne sera pas toujours avec les mêmes personnes. Il y a aussi beaucoup de décalage temporaire, si je peux dire. Enfin, temporel plutôt. Par exemple, on se retrouve avec Ciri qui quitte un endroit. Et en fait, après, on a le résumé de tout ce qu'elle a fait dans cet endroit, mais après. Je trouve ça assez étrange. Un petit peu déconcertant, mais c'est pas forcément dérangeant. Donc finalement, le récit, il est pas si linéaire que ça, même si c'est un roman. Après, forcément, ça sera plus que des nouvelles. Mais voilà, l'alternance de points de vue et le fait que les choses se passent pas forcément de manière linéaire, eh ben, ça fait que quand même on a un peu l'impression de pas toujours être au même endroit et que ça change beaucoup, qu'il y a beaucoup de... Je peux pas dire d'action, mais en tout cas, ouais, on nous déplace beaucoup et on a quand même un peu la sensation des fois d'être un peu perdu ou quoi, comme si on recommençait finalement une nouvelle. J'ai l'impression de faire des pléonasmes, mais je peux pas dire ça autrement. C'est pas de ma faute si c'est deux fois le même mot. Donc voilà, l'histoire, c'est une grosse histoire où on sent que c'est que le début, mais elle a ce côté non linéaire qui la rend pas classique, encore une fois. Le concept, est-ce que c'est toujours la même chose qu'avant ? Non, parce qu'avant, il y avait vraiment ce côté conte, et là, je pense qu'on en sort un peu. Là, on est plus dans un côté, justement, fantasy, épique, légende, etc. Ce qui était un peu déjà le cas avant, mais avant, il y avait vraiment le format qui faisait que ça faisait plus conte. Là, on a des prophéties à propos de Ciri, des prophéties elfiques qui disent que ça va être la fin du monde, etc. Que l'enfant de sang ancien va signer le début de la fin du monde, et que le fait que le sang des elfes coule aussi, c'est un signe de la fin du monde, etc. Donc tout ça, ça donne un côté très tragédie, dramatique et tout ça... Et en même temps, un côté justement très épique, fantasy de base. Et puis à côté, il y a le contexte de guerre. Bizarrement, enfin souvent je trouve dans la fantasy, on voit plutôt le côté concret, les armées qui se battent. D'ailleurs souvent on est du point de vue de soldats, etc. Et on a moins le point de vue des chefs qui se posent des questions stratégiques et tout ça de manière voire un peu insensible, où ils prévoient la mort des gens, etc. sans spécialement sourciller. Et là, on est vraiment du point de vue des rois qui complotent entre eux, ou des magiciens qui complotent aussi entre eux. Tout le monde complote d'ailleurs. Et ça, c'est un truc vraiment sympa. Alors, je dis pas que c'est jamais vu, hein. Évidemment, c'est pas du tout la première fois qu'on le voit, mais d'habitude, on le voit surtout pour un camp. Et les autres, on les voit plus comme des ennemis qu'on connaît moins. Et là, on voit un peu tous les camps qui discutent. Et après, on voit les conséquences sur la population. Mais d'habitude, on est plus dans un entre-deux, on est plus avec les soldats, etc. Alors que là, on est d'un côté avec les dirigeants, et d'un côté, quand on passe dans des villes ou quoi que ce soit avec Geralt, on va voir l'effet concret que ça fait sur les paysans, les soldats, la population, tout ça, mais en quelques minutes. Mais c'est toujours aussi explicite et concret sur ce côté-là. Donc il y a vraiment ce côté grand jeu d'échecs, grand jeu de stratégie où tout le monde fait des plans, qui est vraiment sympa et où encore une fois on peut un peu s'y perdre parce que chacun a ses projets, ses idées, etc. Mais voilà, donc là le concept c'est plus trop un conte, c'est vraiment plus une grande saga
fantasy où vraiment tout ce tome, on va sentir que c'est que le début, qu'on pose les bases sur les divers rois, justement. On a posé quels étaient leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils voulaient, comment ils comptaient y parvenir et quelle personnalité ils avaient pour nous faire entrevoir un peu comment ils vont réagir en fonction de ce qui se passe. À côté de ça, on a vu les problématiques des petites gens, entre guillemets, entre les paysans, les marchands, les non-humains, tout le racisme qu'il y a entre les humains et les non-humains, et entre les non-humains entre les non-humains qui ont décidé de se mettre du côté des humains et les non-humains qui sont opposés. On a un peu leurs histoires à chacun pour comprendre leur point de vue, etc. Vraiment, on a les histoires un peu de tout le monde. Et sur Ciri, Ciri, elle va faire du power-up pendant tout le bouquin. Elle va se faire entraîner par les sorceleurs, après elle va se faire entraîner à la magie. Donc là, vous allez peut-être me dire que c'est un petit spoil, mais grosso modo, ce livre, en fait, il met vraiment les choses en place pour la suite. Donc je sais pas s'il y a quoi que ce soit qui est vraiment important à spoiler, parce que c'est vraiment pas qu'on sait pas ce qui va se passer pendant, et il n'y a pas des suspens de fou. On se demande pas qu'est-ce qui va se passer, on se demande comment ça va se passer. Donc c'est pour ça, je pense que c'est pas forcément grave de spoiler ce livre. Après, je vais quand même peut-être faire... Je sais pas, est-ce que je vais faire une catégorie de spoil ? Je suis pas sûre, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin à ce livre. Ça s'arrête vraiment sur un espèce de petit cliffhanger, mais la question, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé pendant ce livre, justement, c'est qu'est-ce qui va se passer après. On a vraiment l'impression d'une vaste situation initiale. Je suis pas sûre que ça vaille la peine de ne pas spoiler ce livre. Alors, vous allez pouvoir me gueuler dessus si vous êtes pas d'accord et si vous trouvez ça scandaleux, mais voilà, moi je pense qu'il y a rien, il y a pas de révélation de ouf dans ce livre, vraiment pas, je pense pas. C'est vraiment une exposition des personnages, une exposition de la situation, des pays, etc. Donc, mais ouais, le concept c'est de démarrer une grande saga épique, vraiment avec énormément de persos, énormément de stratégies, de complexité, etc. Et de suivre quelques persos évidemment qui vont être particulièrement émouvants et qui ont beaucoup de raisons d'être émotionnellement impliqués dans le conflit, parce que voilà, Ciri, on se rappelle qu'elle a eu sa famille qui s'est fait massacrer par Nilfgaard. Donc la problématique du début où elle va un peu s'engueuler avec Gérald, c'est que lui, il veut être neutre, et elle a dit qu'elle, si elle s'entraîne à être sorceleuse, c'est pour défendre son royaume, pour défendre les gens qui doivent être défendus selon elle, et se venger en quelque sorte. Et Gérald, il lui dit, si tu penses comme ça, tu mérites pas de devenir sorceleuse. Et évidemment, ça va pas aller entre eux, ce truc-là, parce que clairement, Ciri, elle a la haine, ce qui est normal quand on a vu sa famille se faire massacrer. Et Gérald, lui, il est blasé, donc il considère que toute la violence est inutile et que tuer des gens, ça mène à rien. Donc voilà, il va y avoir vraiment ces deux points de vue qui vont être incarnés par ces deux persos un peu principaux. Et à côté de ça, il y a Yennefer qui peut être un troisième perso principal qui est, elle, plus cynique. On s'en fout. Enfin, je pense qu'elle s'en fout de tuer des gens d'un côté ou de l'autre. Du coup, elle est neutre à sa façon, un peu comme Gérald, sauf que Gérald, il veut vraiment déranger personne, tuer personne. Et Yennefer, elle, c'est parce qu'elle pense à son intérêt avant, et donc elle est pas plus pour un camp que pour un autre, mais elle est pas non plus à vouloir épargner les gens. Et il y a Ciri entre les deux, forcément, puisqu'elle est plus jeune, qui est plus idéaliste et qui va vouloir plus se préoccuper de justice, etc. Et petit spoil qui est plus un teasing qu'un spoil, normalement, c'est pour ça que je me le permets, ça va la conduire à beaucoup souffrir. D'ailleurs, c'est probablement pour ça que Gérald ne veut pas s'embarquer là-dedans. Je pense qu'il a déjà pris cher quand il était plus jeune. Enfin, c'est même pas que je pense, je le sais, puisqu'il en a parlé un peu dans les recueils de nouvelles précédents, des expériences qu'il avait eues quand il avait voulu aider des gens, et comment ça s'était retourné contre lui. Donc voilà. Du coup, le déroulement de l'intrigue, je vous disais, c'est pas du tout linéaire, et c'est assez étrange sur ce plan-là. Mais sinon, voilà, on est dans un roman entre guillemets classique. Il y a vraiment le côté initiation qui est très classique avec Ciri, même s'il y a l'alternance avec les points de vue des autres persos qui fait qu'on n'est pas forcément que concentré là-dessus. Moi, la première fois que j'ai lu ce roman, j'étais vraiment, justement, je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer avec Ciri. J'étais totalement emballée par le côté initiation, j'avais envie de savoir comment... qu'est-ce que c'était l'entraînement de sorceleur et qu'est-ce qui allait se passer par rapport à ça. Et puis pareil après pour l'entraînement de magicienne. Donc j'avais tendance à être un peu saoulée quand il y avait des grands passages avec les points de vue des magiciens, les points de vue des rois, etc. Enfin, c'est pas vraiment leur point de vue, comme je vous disais, c'est un point de vue externe qui nous les présente. Mais voilà, du coup, j'avais tendance à être pas très concentrée là-dessus. Et je pense que j'ai loupé pas mal d'infos et que c'est pour ça que j'avais un peu la sensation d'être perdue. Parce que moi, j'étais concentrée sur Ciri et le reste, j'étais un peu en mode... voilà, on passe.
je lis, mais je lis d'une oreille, quoi. Et donc là, j'ai essayé de mieux me concentrer dessus, et en fait, c'est relativement intéressant, mais c'est vrai que ça me fatigue plus, parce que justement, les côtés politiques et tout ça, moi, ça me parle moins, c'est moins confortable pour moi, c'est moins ludique, quoi. Mais ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Et c'est là qu'on voit justement qu'il y a un grand boulot et que le truc est assez complexe et assez réaliste. Et ça le rend d'autant plus intéressant par le truc, je veux dire l'univers. Donc ouais, il y a vraiment du boulot de ce côté-là. Mais le déroulement de l'intrigue, comme je vous dis, c'est vraiment un truc initiatique. En dehors de ça, en dehors du côté complot, bah c'est ça, c'est initiatique, complot, et on nous récapitule un peu l'état du monde à ce moment. Et on nous tease sur le fait que ça va chier bientôt, parce que le sang des elfes annonce la fin du monde. La fin du monde. La fin, comme je vous disais, il n'y en a pas. C'est le premier tome, donc voilà. Les personnages, ils sont toujours aussi géniaux. Ils ont toujours toutes leurs caractéristiques. On les voit énormément évoluer, hein, parce que Ciri, forcément, elle arrive là-bas, elle a quoi, 11 ans, et à la fin du livre, elle en a 13. Il me semble qu'il se passe 2 ans pendant qu'elle passe du temps avec Géralt. Donc, bah forcément, à cet âge-là, on évolue énormément. On va voir Géralt aussi comment il se comporte avec Ciri, parce qu'on l'avait jamais vu avant avec un enfant oblique apprenti, donc ça nous apprend des nouvelles choses sur lui. Pareil pour Yennefer. On découvre Triss, qui est un perso qui était très important dans les jeux. On sait pas, on sait pas pourquoi ils ont décidé de lui donner l'importance, mais si, c'est probablement parce qu'elle est amoureuse de Géralt, qu'elle est blonde, et qu'au début ils se sont dit on va peut-être pas tout de suite toucher à Yennefer, je sais pas. Pourquoi ils ont mis Triss avant de mettre Yennefer, Est-ce que c'est parce qu'elle était plus mainstream, justement, et qu'ils se sont dit que ça allait plus être le fantasme des geeks? Bon bref, je ne sais pas, mais en tout cas, du coup, Triss, maintenant on la connaît, et elle est relativement sympa. C'est assez marrant, vous allez trouver que c'est un drôle de choix de mots, mais marrant dans le sens interpellant. Le fait qu'elle est en kiff sur Géralt parce qu'elle trouve ça génial qu'il aime Yennefer. Elle est blasée, elle trouve ça étonnant qu'un amour pareil existe et fascinant, donc c'est ça qu'il a à dire chez Géralt. Donc c'est un peu... On peut se dire que c'est un peu malsain. Après, de mon point de vue, ça ne l'est pas. Parce que... En fait, elle est très sincère avec lui. Elle essaye pas de faire l'entremetteuse ou toute la merde entre eux ou quoi que ce soit. Elle lui dit, Yennefer a de la chance et tout ça, donc... Comme elle est sincère, justement, et qu'elle assume le fait que c'est ça qui la fascine, je vois pas trop où est le problème. Puis de toute façon, voilà, Géralt, il a qu'à lui dire non, et elle va pas le violer non plus, donc... donc voilà, je vois pas trop où est le problème, mais donc c'est un personnage assez sympa. Puis c'est sympa de découvrir d'autres sorceleurs aussi, parce qu'on en avait pas vu avant. On découvre surtout énormément de magiciens, parce qu'en fait avant, ouais, on en avait vu un ou deux. C'est vrai qu'on avait vu Istred, on avait vu Stregobor, mais avant, ouais, on en avait moins vu là, les magiciens. Puis on voit qu'ils sont organisés avec leur fameux chapitre. On voit qu'il y a un d'entre eux qui a l'air de les manipuler, on sait pas trop encore comment, mais voilà, on apprend beaucoup de choses du coup, ouais, sur les magiciens. On en apprend on voit beaucoup de nouveaux magiciens. En fait, ouais, il y a énormément de personnages, mais ils ont tous un peu leurs caractéristiques, ils sont tous un peu intéressants. Il y en a beaucoup qui sont mystérieux, on sait pas trop où ils veulent en venir, on sait pas trop quel est leur objectif, etc. Donc c'est assez compliqué à suivre, mais c'est intéressant. Et encore une fois, c'est plus facile de se concentrer là-dessus et de retenir les nombreux persos quand on a un bon comédien qui fait les voix, donc je vous conseille vraiment de le lire aussi en livre audio, si vous pouvez. Mais donc ouais, les personnages sont toujours aussi riches, leur apparence, on a toujours l'apparence des mêmes, mais comme je vous disais, Triss, elle est blonde, ça a l'air d'être plus une beauté classique, alors que Yennefer, c'est plus quand même une beauté un peu ténébreuse, quoi. Même si, ouais, ils disent que Yennefer, elle est pas belle au premier abord, c'est plus... le fait qu'elle est si froide et qu'elle a un côté extrêmement arrogant et tout, qui la rend belle à sa façon, parce qu'elle a un côté très carré, quoi. Mais bon, je parle toujours de Yennefer quand on parle d'apparence. Ciri, elle aussi, elle a grandi, et du coup, elle a toujours une apparence un peu... je crois que c'est Triss, en la voyant, qui dit qu'elle a une apparence de dryade, parce que elle est assez grande, elle est fine, et elle est très athlétique, quoi. Donc c'est pas mal. Le méchant du début, Rience, je crois,
On nous le décrit aussi pas mal, où on nous dit qu'il a des yeux qui ont toujours l'air de larmoyer et tout, qu'il a un visage vachement inexpressif, alors qu'après, finalement, c'est un gros sadique. Et du coup, il a l'air d'un mec totalement quelconque, alors que c'est un grand malade. C'est assez rigolo. Donc, ouais, les apparences sont toujours bien décrites, bien faites. Et puis, tous les magiciens, ils ont bien leurs caractéristiques spécifiques les uns et les autres. Les rois aussi, d'ailleurs. Il y a un roi, je me rappelle plus son nom, mais on nous dit qu'il a une barbe de brigand et tout. Et il me semble qu'on le voit dans un des jeux, et dans le 2, je crois. Et je vois très bien qui c'est, donc je l'imaginais avec la voix du jeu et tout. C'était pas mal. Franchement, les apparences sont toujours vachement bien décrites. Et les personnalités aussi, évidemment. Et de l'évolution, comme je vous disais, il y en a beaucoup, parce que Geralt, au contact de Ciri, bah voilà, il va un peu devenir plus sensible. En tout cas, sa sensibilité va mieux se voir. Et Yennefer aussi, elle va se calmer. Depuis le temps qu'elle voulait un enfant, s'occuper de Ciri, ça va quand même lui apporter quelque chose. Au début, elle va être vachement dure, parce que c'est Yennefer. Hein. Mais une fois qu'on apprend à la connaître et qu'on accepte de se faire mal parler, de se faire maltraiter, etc. par elle, elle commence à devenir gentille. Donc, et elle est vachement prévenante. Et l'air de rien, elle pardonne beaucoup de choses. En fait, elle dit que elle supporte pas qu'on lui mente et que si Ciri lui ment, elle va se barrer. Mais que du moment qu'elle est sincère, ça va. Et donc, Ciri, elle est vachement rentre-dedans aussi, donc comme les deux peuvent se ressembler sur leur côté arrogante, rentre-dedans, etc., elles peuvent s'engueuler temporairement, mais elles se reparleront toujours parce qu'elles se comprennent après. Puis je pense que Yennefer, elle est suffisamment âgée et expérimentée pour la voir venir à 10 000, Ciri, quand elle fait ses petites crises d'adolescence à faire genre je te réponds un truc faux pour, pour te tester, etc. Donc, puis au contraire, ça prouve qu'elle est intelligente et tout, donc elles peuvent totalement bien s'entendre sur ce point, et clairement elles peuvent être complices en rigolant sur Geralt et tout, et quand elles comprennent ça, elles commencent à s'apprécier, donc clairement Yennefer, je pense que c'est ce qui va, enfin là encore vous allez me dire oui tu spoil un petit peu, mais je pense que ça va contribuer à l'adoucir par la suite de s'être trouvée enfin Ciri, puisque vraiment avant ce qui la rendait aigrie c'était ce côté de se dire qu'elle pouvait pas avoir d'enfant, et voilà, c'est un truc que j'aime vraiment bien globalement dans cette œuvre, c'est qu'on découvre qu'avoir un enfant, c'est pas que biologique, c'est majoritairement mental. En fait, ce qu'on a envie, c'est d'avoir quelqu'un qui transmette notre savoir, notre expérience, etc. Et sentir une espèce de continuité. On n'est pas obligé pour ça d'enfanter physiquement, quoi. Même si tu prends un enfant qui est pas à toi, du moment qu'il a besoin de toi et que t'as besoin de lui, au final, c'est ça dont on a besoin mentalement, quoi. Donc vive l'adoption, que ce soit littéralement ou au sens figuré, mais voilà, si vous avez envie d'avoir des enfants et que vous pouvez pas, adoptez-en, trouvez des enfants avec qui vous pouvez vous entendre et que vous pouvez aider, etc. Et voilà, normalement ça vous apportera l'épanouissement. Faites comme Yennefer. Calmez-vous. L'univers, les lieux et les créatures, c'est toujours le même, sauf que c'est beaucoup plus la merde. Il y a vraiment... avant, il y avait vraiment le côté, comme je vous disais, d'un côté conte et d'un côté sombre. Et là, on est vraiment quasiment que dans le sombre. Alors, il y a quand même encore le côté légende. Par exemple, quand Geralt et Ciri vont sur les ruines d'un ancien palais elfe, où on trouve qu'il y a des roses uniques qui poussent que là-bas, etc. On voit toujours qu'il y a un côté beau... Mais là, c'est vraiment la beauté quasiment détruite qui est au bord de disparaître. Et il y a vraiment ce côté apocalyptique où tout est sombre, tout est détruit. Et on voit des elfes, mais les elfes, ils sont beaux, etc. Mais là, c'est soit des morts, soit des guerriers. Et d'ailleurs, ils sont dans la forêt et tout, et ils vivent dans des conditions pas terribles. Donc on voit vraiment que tout a l'air un peu sali, détruit, au bord du gouffre, quoi. Donc le côté conte est vraiment bouffé au profit du côté dégueulasse, hein. Mais sinon, c'est toujours le même univers qu'on a bien installé dans les recueils de nouvelles pour bien le détruire dans les romans. Vraiment, du coup, ça rend extrêmement mélancolique de voir ça. Parce que c'est une destruction réaliste qui nous évoque, je pense, tous quelque chose, hein, vu l'état du monde actuel, et que c'est pas parti pour s'arranger. On a aussi, en tout cas moi je l'ai, cette sensation par rapport à la réalité... de voir des petits bouts de beauté qui survivent, mais pas pour très longtemps, et on a l'impression qu'on est un peu sur la fin du monde. Donc, pour le coup, je trouve que c'est très réaliste et très d'actualité, ce côté univers en destruction. Logique et cohésion, il y en a toujours, et on va avoir l'occasion de le vérifier, vu que, comme je vous disais, il y a énormément de complots.
tout le monde ment, calcule et essaye de faire ses plans dans son coin. Et donc ça va être la merde, ça va être le bordel, et on va avoir des trahisons dans tous les sens, etc. Donc pour l'instant, ça fait que poser les bases, donc ça a l'air logique, mais après ça restera à prouver, mais dans mon souvenir ça se vérifiera. Mystère et découverte, je sais pas s'il y en a autant dans ce livre que dans les 2 recueils de nouvelles précédents, parce que, comme je vous disais, l'univers, on commence à le connaître, les créatures aussi. Je crois pas qu'il y ait vraiment de nouvelles créatures. Oh si, il y a la fameuse demoiselle, à un moment où Gérald va sur un bateau pour essayer de tendre un piège justement à Rience. En gros, il fait bien savoir qu'il est là, parce qu'il sait que Rience le recherche, et donc il travaille sur ce bateau. Et d'ailleurs, j'adore le concept du scientifique qui dit mais ça peut pas exister et tout, et qui est là limite en train d'être fasciné, de prendre des notes, alors qu'il y a le monstre qui est en train de bouffer des gens dans l'eau à côté. Donc on découvre encore quelques trucs, mais c'est beaucoup plus anecdotique que vraiment dans les recueils de nouvelles. J'avais l'impression d'être concentrée, que même l'histoire, tout le principe était un peu concentré sur le côté découverte de l'univers, des créatures, etc. Là, c'est plus vraiment le cas. On a l'impression que l'univers, on le connaît, et que les créatures, on les connaît, etc. Et que finalement, ce qu'on découvre, ça va plus être le destin du monde, et de Ciri en particulier, parce qu'on a compris qu'elle avait un rôle important à jouer là-dedans, même si on comprend pas encore très bien lequel. Donc là, on est plus dans la réalisation d'une histoire, justement, d'une prophétie, d'une grande saga épique, plutôt que vraiment dans une découverte. Après, ça veut pas dire qu'il y en a plus, comme je vous disais, il y a toujours des nouvelles créatures, il y a toujours des nouveaux paysages, des légendes, etc. Mais maintenant, c'est plus anecdotique. Alors qu'avant, c'était vraiment axé là-dessus. L'écriture, elle est toujours aussi belle. Il y a toujours des moments très poétiques, des belles phrases, etc. C'est peut-être moins... Comme je vous ai dit, j'ai pas été gênée dans celui-là par les sous-entendus et compagnie. Donc je pense que ça a été quand même peut-être moins imagé, etc. que dans les précédents. Même si on a ce fameux passage, comme je vous disais, avec la ruine du château elfe et les roses de Shire Awed et tout ça, qui est extrêmement poétique. Et même le fait, justement, où ils vont se battre avec les elfes et les elfes vont se faire buter, etc. On va réussir à trouver ça... moi, en tout cas, j'ai réussi à trouver ça très... très beau et très poétique, même dans le côté horrible du truc. Donc il y en a encore, mais maintenant c'est plus minoritaire. En fait, avant, il y avait des nouvelles qui l'étaient énormément et d'autres qui l'étaient moins. Et du coup, là, que c'est un roman, il y a vraiment la majorité qui l'est pas. Il y a des passages isolés qui le sont. Mais quand ça l'est, c'est toujours extrêmement bien fait. Et donc, ça met vraiment des images dans la tête, quoi. Donc poésie et contemplation, il y en a toujours. Un petit peu moins qu'avant, mais il y en a toujours. Il faut pas croire, quoi. Après, si ça vous avait dérangé, comme moi, avec les sous-entendus et tout, là, du coup, vous serez pas dérangé. Réellement, il y a plus de choses à ce point-là. Mais il y en a toujours suffisamment pour satisfaire, et on voit toujours le talent de l'auteur à ce niveau, quoi. Et du suspense et de l'action, est-ce qu'il y en a plus Oui et non, parce que comme je vous disais, c'est un tome un peu d'exposition, donc il y a des combats, il y a des scènes avec des personnages importants, qui se battent entre eux, etc. Mais on sait très bien que pour l'instant, personne de trop important va mourir parce que c'est que le début. Il y a beaucoup de scènes où, comme je vous disais, où Ciri s'entraîne, etc. Donc là aussi, on sait qu'il va pas se passer des choses trop graves. Du coup, il y en a quand même du suspense et de l'action, mais c'est du suspense sur le très long terme. C'est vraiment plus de se dire, on apprend à connaître les persos, sachant qu'après, ça va être des antagonistes intéressants. Il y a certains, on sait pas encore de quel côté ils seront. Et ça aussi, c'est intéressant. On se dit, on essaye de les cerner. En fait, c'est vraiment ça, on essaye d'apprendre à connaître les gens. Donc, je pense que suspense et action, il y en a un peu, mais encore une fois, c'est pas majoritairement axé là-dessus. C'est vraiment axé sur le côté présentation des personnages, je pense. Présentation des personnages et puis du conflit, de la guerre, des intérêts de chacun, etc. Les dialogues, il y en a énormément, et pour le coup, ils sont toujours aussi bien. Comme je vous disais, il y a des grandes scènes de dialogue entre les magiciens, entre les rois... entre les sorceleurs, il y a vraiment... D'ailleurs, il y a vraiment un côté cloisonné, que ce soit entre les races, entre les corps de métier, etc., où chacun parle dans leur groupe, et c'est pour ça qu'après, les tomes suivants vont mettre tout ce beau monde en bordel, en conflit, et là, on va les voir tous se mélanger, donc je pense que pour l'instant, nous les montrer bien triés entre eux, ça nous aide aussi à comprendre, à faire un espèce d'ordre... Comme des classes, vous voyez, comme genre les paysans, le clergé, la noblesse, etc. Voilà, c'est un peu pareil, en fait, on fait des catégories. Voilà, c'est peut-être ça que je pourrais dire, plus des catégories de gens
où on voit ils ont une manière de fonctionner à peu près qui leur est propre, ils ont une organisation, et c'est ça qui fait les enjeux pour eux, qui fait leurs objectifs, qui fait leur fonctionnement, etc. Donc on sait qu'ils ont à la fois un tronc commun et à la fois leurs intérêts propres, soit parce qu'ils sont égoïstes ou soit parce qu'ils sont en conflit avec d'autres, etc. Mais donc on sait, ils ont un fonctionnement qui leur est propre en fonction justement de leur fonction, putain de pléonasme, et de leur métier, de leur rôle, de leur place justement dans la hiérarchie, entre guillemets. Donc pour l'instant, on nous les montre bien rangés, histoire qu'on voit aussi les rôles qu'ils prennent les uns par rapport aux autres, et qui domine, qui ferme sa gueule, qui a l'air de fonctionner en solo, etc. Voilà leur dynamique de groupe entre eux. Après, on pourra les mélanger tous ensemble et les voir avec des configurations de groupes différentes. Mais pour l'instant, tout le monde est à peu près bien rangé. Ça me fait penser aux histoires que je faisais quand j'étais petite, parce que j'avais tendance à faire ça, à faire plein de camps et à les faire d'abord se parler entre eux avant de les faire tous se battre. Parce que justement, ça aide à comprendre, à se faire une idée de quels sont les objectifs de chacun et quelle est la situation initiale pour eux et qu'est-ce qui va déterminer justement qu'est-ce qu'ils vont vouloir, qu'est-ce qu'ils vont faire... etc. Donc voilà, on est vraiment dans une très grande situation initiale et donc les dialogues, pour l'instant, on va voir en fait les gens justement dans leur manière d'être de tous les jours, si je peux dire, même si de base on est dans une situation de crise vu qu'il y a eu l'attaque de Nilfgaard et maintenant il y a les Scoia'tael qui foutent le bordel, donc ils sont pas non plus dans un quotidien totalement anodin. Mais n'empêche que pour l'instant ils sont dans leur situation de confort, entre guillemets, où ils parlent avec leurs semblables, etc. Et après, on les verra dans des situations plus bordéliques. Donc crédibilité, réalisme, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que justement, on voit qu'ils ont chacun leur fonctionnement. Les sorceleurs, ils sont un peu à la bonne franquette, dans un endroit un peu dégueulasse, où ils vivent comme ça, et eux, ça leur va de vivre à la dure parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Et ils sont en mode, on se retrouve entre potes... On boit, on bouffe, on s'éclate au coin du feu. À côté de ça, il y a les magiciens qui sont en mode super bourge, genre on se retrouve, on va manger des petits fours et boire des cocktails. Et enfin bon, ils sont à fond sur les apparences et du coup, quand ils y font moins gaffe et qu'ils font des trucs un peu irrespectueux, c'est volontaire de leur part pour insulter les gens de manière subtile et tout. Donc voilà, les magiciens, ils sont un peu dans cet univers qui ressemble un peu à un univers de Bourges. Les rois, ils sont un peu plus entre les deux. Ils sont très orgueilleux, hautains et tout ce qu'on veut, mais ils sont pas aussi maniérés que les magiciens. Donc voilà, ils ont chacun un peu leur fonctionnement, leurs caractéristiques, et c'est très typé. Et du coup, on peut très bien se le représenter, s'imaginer là-dedans, se dire si on serait à l'aise ou pas. Et c'est vraiment bien foutu. Et du coup, l'originalité et le côté marquant, il y en a énormément. Même s'il n'y a rien de tout ça qui est original et qui sort de nulle part, le fait que ça soit très caractérisé, justement, ça fait que c'est marquant. C'est clairement marquant, et d'une certaine manière, ça peut paraître logique que les magiciens soient des espèces de gros bourges qui sont un peu hors des réalités du commun du peuple, étant donné qu'eux, ils peuvent réaliser un peu tout ce qu'ils veulent avec leur magie, ils sont immortels, et ils ont tendance à vivre qu'entre eux parce qu'ils ont l'impression que les autres humains, limite, c'est des êtres inférieurs. Ça paraît presque plus logique en pensant à des magiciens qu'en pensant aux vrais riches du vrai monde, bizarrement. Parce que eux, ils vont quand même crever comme tout le monde. Enfin bon. Après, les mages, on peut quand même les tuer si... si on, je sais pas, on leur coupe la tête, on les fait exploser. Enfin, du moment qu'on les détruit intégralement, il y a moyen de les tuer, mais ils sont quand même beaucoup plus résistants qu'un humain classique, et en plus, et forcément, ils ont après, ça, c'est ce que nous sortent aussi les gens. Donc, encore une fois, l'analogie est vraiment pas mal. Je sais pas si vous avez déjà rencontré les riches un peu... soit qui sont dans le bas des riches ou dans le haut de la classe moyenne, qui vont vous dire oui, mais nous, c'est normal qu'on soit comme ça parce qu'on a fait beaucoup d'études et genre, on n'a pas eu la vie facile, alors maintenant, on a mérité, machin. Le côté très méritocratie, les magiciens, ils ont ça aussi parce que comme leur apprentissage était dur, et que déjà souvent, du coup, c'est des gens frustrés parce qu'ils ont eu des vies de merde avant, parce qu'en gros, on nous l'a dit dans les recueils d'avant que ceux qui deviennent magiciens, c'est ceux qui souvent avaient des malformations, etc. En gros, leur famille n'en voulait plus, donc ils les ont refourgués aux mages, parce que, en gros, vu que les magiciens sont obligés de couper le contact avec leur famille et qu'ils peuvent pas se marier, qu'ils peuvent pas faire d'alliance et tout ça,
prendre un membre de sa famille et l'envoyer chez les magiciens, c'est quasiment comme le foutre à la poubelle. Donc ils envoient là-bas ceux dont ils veulent pas. Donc du coup, c'est souvent ceux qui ont des défauts physiques, donc c'est des gens qui sont de base frustrés, hein, comme les handicapés, je suis bien placée pour le savoir. Donc c'est des gens qui sont un peu aigris, qui ont un peu une revanche à prendre face au monde, donc après ils sont très susceptibles de rentrer dans tous les clichés de la méritocratie et de se dire nous on est les meilleurs et les autres c'est des merdes, quoi. Donc encore une fois, très bonne métaphore, très bonne représentation d'une réalité de notre monde d'une manière fantastique qui est classe, intéressante et en même temps qu'on comprend et quelque part qui nous permet peut-être même d'avoir de l'empathie pour les riches. Après, les riches, ils n'ont pas l'excuse d'avoir été des handicapés mal formés qui ont été rejetés par leur famille, donc eux, ils ont été des connards parce qu'ils ont été élevés en mode pourri gâté, hors des réalités du monde, donc j'ai quand même moins de compassion pour eux, mais voilà. Tout ça pour dire que les métaphores sont quand même bien trouvées et on voit un peu quand même où ils veulent en venir, quoi. Enfin, où il veut en venir, parce qu'il est tout seul. Donc note globale, je vous ai dit, hein, j'ai mis 8. Et là, je mets vraiment un bon gros 8, parce que c'est pour tous les livres, pour tous les romans, donc je spoil pour le futur, je vais tous leur mettre 8. Alors après, vous allez peut-être me dire que je devrais quand même peut-être les séparer. Je pense que si je devais vraiment les séparer, est-ce que j'aurais mis un 8 à celui-là ? Je pense que oui, parce que quand j'ai lu celui-là, j'ai compris que j'allais m'enchaîner toute la suite et que j'allais kiffer. Vraiment, sur les recueils de nouvelles, j'avais galéré à suivre, mais celui-là, vraiment justement le côté initiatique, voir Ciri s'entraîner, ça m'a vraiment emballé. Moi, c'est un truc facile, hein, c'est un truc que quasiment toutes les grandes sagas font, d'entraîner un jeune à un art comme ça nouveau, que ce soit de magie, de combat, etc. Mais ça me fait toujours autant kiffer. Donc à partir de ce moment-là, moi j'étais conquise, j'étais captivée, je savais que j'allais lire les 5 tomes. Donc oui, je pense que si j'étais à 7 avant, je peux déjà passer à 8 à celui-là. Et du coup, si je les note un par un, peut-être qu'il y en a un auquel je mettrais 9. Je vous dis pas encore lequel c'est parce que je me rappelle plus. Je me rappelle plus à quel moment est ma scène préférée. Est-ce que c'est dans le dernier tome ? C'est tout à fait possible. Ou alors est-ce que c'est dans le 4e ? Je suis plus totalement sûre. Donc on y reviendra, mais il y a plusieurs moments que j'ai vraiment adoré dans la saga et du coup je vous le préciserai. Mais peut-être qu'il y a des tomes auxquels j'aurais plus envie de mettre 9 même que 8. En tout cas là sur celui-ci je pense qu'on est sur un bon 8. Et du coup je vous dis c'est pas la peine, je pense que je revienne sur la fin. C'est pas la peine vraiment de spoiler parce que vraiment les dernières lignes c'est juste de dire Ciri s'en va avec Yennefer du temple de Nenneke parce qu'ils savent qu'ils ont potentiellement été repérés. On sait pas du tout où ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui va leur arriver. Donc pour l'instant, voilà. Dès le début, on savait que Ciri, de toute façon, tôt ou tard, elle allait se faire repérer. Je pense que c'était pas difficile à deviner. Enfin, on savait bien qu'elle allait pas pouvoir rester éternellement ni chez les sorceleurs, ni avec Yennefer. Il y a vraiment un climat d'urgence, donc on le comprend assez rapidement. Donc réellement, je pense qu'il y a rien de gravement spoilable dans ce bouquin. Et vous me direz si vous êtes choqués et scandalisés que du coup je me sois pas gênée, que j'ai pas mis de la musique du spoil, mais voilà, je pense que c'était pas la peine. Donc non plus, j'ai pas grand chose à dire sur la fin. Il y avait vraiment juste une petite phrase de teasing pour terminer le livre, genre oui, elle dit au revoir à Nenneke, elle lui dit qu'elle va bientôt revenir et qu'elle viendra la revoir. Et la dernière phrase du livre, c'est genre elle savait pas à quel point elle se trompait. Moi je me suis dit oh là là, le vieux teasing. Enfin, c'est un peu crado de terminer là-dessus, mais bon, si tu veux. Hein. De toute façon, c'est pas comme si ce mec-là faisait ça toutes les 4 phrases, donc on peut tout à fait lui pardonner ce petit teasing crado en fin de bouquin. C'était bien, c'était totalement bien, et j'ai hâte que la suite sorte en livre audio, ce qui n'est pas encore le cas, mais dès qu'elle sortira en livre audio, je continuerai de la relire et de vous en parler. Et sur ce, je vous dis à bientôt, salut!